Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission de la Guilde du Forex. Salut à toutes et à tous. Aujourd'hui dans cette émission, on va aborder le thème de la gestion des risques et de la sécurité. C'est ça, on va voir ça ensemble. Alors déjà, est-ce que tu peux nous expliquer comment toi tu gères le risque et la sécurité au niveau de ton trading? Comment est-ce que tu mets en place des protections pour protéger tes comptes, pour protéger tes investissements? Alors c'est quelque chose qu'il faut faire avec rigueur et évidemment discipline, comme tout ce que vous ferez dans le trading, comme tout ce que vous décidez de faire dans ce qui concerne n'importe quel investissement. Moi, ce que je conseille avant toute chose, c'est d'avoir une gestion de risque saine, bien entendu, mais de faire en sorte que votre capital ne soit pas toutes vos économies d'une vie ou de quelque chose dont vous avez besoin. Vous devez, en premier lieu, peu importe que vous ayez une gestion de risque avancée ou quoi que ce soit, la première chose, que vous soyez un investisseur vraiment féroce ou un investisseur débutant, c'est de toujours mettre de l'argent que vous pouvez vous permettre de perdre en cas de coup dur. Alors évidemment, ça peut paraître bizarre parce qu'on se dit si j'investis dans quelque chose, j'ai pas envie de perdre mon argent. C'est un petit peu contre-intuitif, mais c'est comme ça qu'il faut penser. Oui, parce sinon on a tendance à y aller à reculons et à se dire je l'investis, mais il faut absolument que ça gagne. Donc du coup, on va toujours être à moitié investi dans le trading et se dire oh là, ça commence à partir en sucette, je ressors tout, ou alors. Et oui, c'est intimement lié à la psychologie. Gestion du risque va inévitablement avec psychologie et psychologie va inévitablement avec gestion de risque. C'est pour ça qu'il faut absolument avoir un capital que l'on détermine comme déjà investi et comme déjà perdu. Vraiment. Maintenant, on ne veut pas le perdre. C'est pour ça que pour éviter ces désagréments, on peut dire, on va faire en sorte de gérer notre capital uniquement en le protégeant. Ça veut dire que c'est en protégeant notre capital qu'on va faire grossir notre compte. Encore une fois, ici, c'est contre-intuitif. Quand on investit dans quelque chose, on se dit c'est pour gagner de l'argent. Donc je veux me focaliser, focaliser mon esprit sur gagner de l'argent, faire du profit. Or, dans le trading, si vous êtes vraiment un trader, donc vous faites du day trading ou du swing trading, vous devez avant tout, avant d'entrer dans une position, penser à protéger votre capital. C'est-à-dire, je vais donner un exemple, faire en sorte de ne risquer qu'une infime portion de ce capital dans un trade ou dans une opportunité que vous avez. Que ce soit un trade ou que ce soit un investissement sur une action, par exemple. On ne va pas mettre, si vous avez 10 000 euros de côté, vous n'allez pas mettre 10 000 euros dans Apple ou dans Amazon uniquement parce que c'est fiable et stable et vous n'avez plus rien pour vivre. Ça, non, parce que là, il y a aussi la sécurité, mais il y a une certaine sécurité parce que c'est des actions qui n'ont plus rien à prouver en quelque sorte, bien sûr, oui. Mais qui ont aussi aucune chance d'exploser et d'avoir un rendement intéressant. Donc, c'est le genre de truc qui peut pérenniser un petit capital, mais il ne faudra pas en attendre grand-chose de spectaculaire. Non, mais ça permet quand même d'avoir quelque chose dans lequel on a suffisamment confiance. Mais encore une fois, tu peux investir dans Apple. Si tu as absolument besoin de l'argent que tu as investi, ça va te servir à rien. Ça va te coûter les frais de transaction, ça va te coûter le stress d'une éventuelle baisse d'Apple. Et du coup, tu retires tes fonds. Et tu aurais commencé, par exemple, où l'action vaut X, et à ce niveau-là, l'action baisse, parce que c'est comme ça que ça marche, ça fonctionne toujours par hausse et par baisse. Et puis là, tu te dis, ah non, j'ai besoin de cet argent, je veux pas perdre plus, je retire. Et c'est au moment où tu retires que l'action reprend son plus haut, et ainsi de suite. Oui, donc pour éviter de se retrouver dans ce genre de cercle infernal, il faut absolument donc minimiser le risque. Déjà, de se laisser influencer émotionnellement. Oui. Et donc, pour minimiser ce risque, tu conseilles, toi, d'investir de l'argent qu'on peut se permettre de perdre. C'est la première condition. C'est de l'argent qu'on aurait mis dans quelque chose de pas utile, mais là, voilà. Il vaut mieux si on a la mentalité investisseur, il vaut mieux se serrer la ceinture, faire des économies et se dire, de toute façon, ces économies-là, elles sont faites pour être investies. C'est pas des économies de sécurité et de survie, pour, par exemple, prévoir 3 mois ou 4 mois de loyer d'avance. Non, ça, idéalement, il faut avoir les deux. Voilà, idéalement, il faut avoir les deux. Mais si on a cette mentalité-là, on investit, on économise, peu importe, où on a déjà l'argent. Mais même si vous avez déjà l'argent, faites en sorte que quand vous investissez cet argent-là, soit dans le trading du Forex, soit dans le trading du marché des futurs, soit dans le marché action, soit dans quel que soit ce que vous faites avec,
faites en sorte que ce ne soit pas de l'argent qui va vous faire avoir des énormes sueurs froides si vous en perdez une certaine quantité, voire si vous perdez la totalité. Oui, ça c'est pour être sûr d'avoir la tranquillité d'esprit, voilà, pour pouvoir faire une analyse à froid et se dire, je ne suis pas influencé par la peur de perdre puisque je suis un petit peu, c'est prendre de la distance et pour pouvoir faire une analyse purement technique de la situation. C'est pour pouvoir investir exactement comme investissent les multimillionnaires, voire les milliardaires. C'est-à-dire que quand ils investissent intelligemment, et quand ils ont pris la décision d'investir, ils laissent la stratégie d'investissement se faire jusqu'au bout, sans intervenir émotionnellement. Oui, puis en plus, ils ne traitent pas avec leur argent. Donc, c'est plus facile d'être détaché. Mais en fait, les deux sont équivalents. C'est pour ça que psychologiquement, c'est pour ça que c'est très intimement lié. Il faut absolument avoir la même mentalité. Vous débutez, vous n'êtes pas millionnaire, mais vous devez avoir le même type de stratégie et exactement la même mentalité de gestion de risque que n'importe quel trader millionnaire ou investisseur multimillionnaire. C'est pour ça que je dis, commencez toujours avec de l'argent que vous pouvez vous permettre de perdre sans que ça vous stresse. Donc ça, c'est un niveau général. Ensuite, quand on passe à l'action concrètement, on va rentrer dans des trades. Comment est-ce que tu gères la prise de risque dans les trades? Comment est-ce que tu fais pour placer tes stop-loss de façon à savoir jusqu'à où tu acceptes de perdre? Qu'est-ce que tu considères comme une bonne tentative de gain par rapport au risque engendré? Comment tu évalues ça? Alors, ça va être déterminé par les backtests et par les résultats intrinsèque de ton système. Si tu Donc, ce que tu as déjà pu vérifier, comment a performé le système par le passé, c'est ça. Ça te donne une fourchette de ce qui est bien à essayer de viser. Tout à fait. En fait, tu vas déterminer, une fois que tu as toutes tes données, parce qu'on se base toujours sur des données, vous allez créer ce qu'on appelle votre profil d'investisseur. Donc, soit il va être très conservateur, soit il va être modéré, soit il va être agressif. Ça va vraiment dépendre, encore une fois, du type d'investissement que vous avez décidé et dans lequel vous voulez soit aller à fond, soit aller modérément, soit y aller vraiment de manière conservatrice. Et ça, c'est un choix. Tu dis, est-ce qu'on se base sur les backtests du système ou est-ce qu'on se base sur son tempérament ou est-ce que c'est un mélange des deux? C'est un mélange des deux. D'accord. On se base sur les résultats et sur ce qu'on décide de faire. Parce que évidemment, ça je le répète toujours, les seules choses que vous maîtrisez sur les marchés financiers, c'est décider de ne rien faire. Oui. Qui est le moins attendre, voilà. Non mais c'est vraiment les choix. C'est zéro risque ça. C'est mais c'est un choix qu'on a. Sauf qu'on perd l'inflation. On décide. Oui, mais parfois attendre c'est une des meilleures solutions. Donc soit décider d'attendre, soit décider d'agir, donc entrer, acheter ou vendre. Ça fait 2. Et la troisième chose que vous contrôlez véritablement, c'est combien vous investissez. Combien va être un prix un trade, combien vous allez prendre d'actions d'une société. C'est que ces 3 choses-là qu'on contrôle. Une fois qu'on est rentré dans un trade, combien de temps on reste pour essayer d'avoir de plus en plus de bénéfices par rapport à la prise de risque? Voilà, ça dépend du système. D'accord. Ça dépend du système. Donc c'est pour ça, en fonction du système, on détermine sa prise de risque. Mais sa prise de risque globale. Je donne un exemple. On a investi 10 000 euros. Par exemple, c'est vraiment pour faire. Tu veux dire dans un trade en particulier? Non, on décide d'investir. On a un capital. Voilà, on a un capital de 10 000 euros, c'est notre capital, et on est bien psychologiquement. On sait que de toute façon, même si on les perd, on a de quoi vivre. Voilà, c'est de l'investissement. On peut le laisser des années. Et on décide d'avoir, on va dire, un profil modéré pour ne pas prendre les deux extrêmes. D'accord. Un profil moyen. Donc, on décide sur ces 10 000 euros de déterminer un drawdown maximum, donc un stop loss sur notre investissement maximum, disons entre 30 et 35% de perte maximum. Donc ça veut dire qu'on accepte de perdre jusqu'à 3 500 euros sur le capital de 10 000 euros. Et si on perd ces 3 500 euros, ça veut dire qu'on a mal appliqué quelque chose ou que le système est ça veut dire ça veut dire que sur les backtests qu'on a eus, on a regardé le nombre de séries perdantes d'affilée et le type de drawdown maximum d'affilée qu'on a constaté sur suffisamment d'historique, et qu'on double ce drawdown maximum. Et en doublant ce drawdown maximum, par exemple, il était de 12% à une date précise. Donc un drawdown maximum, c'est une perte maximum à un moment donné. Oui. On n'a jamais perdu plus sur les 5 ou 7 ans qu'on avait testé le système auparavant. Alors, c'est pas obligé d'aller si loin. Non, mais disons sur les années précédentes. Voilà, sur les années précédentes. Cette façon de trader, quand on utilise un logiciel qui passe les historiques à la moulinette, on voit qu'elle n'a jamais perdu plus que 12% avant de remonter et de se refaire, évidemment, parce qu'il y a des hauts et des bas, comme tu disais, mais la baisse maximum, le drawdown maximum,
ça n'a jamais été plus que 12%. Donc on se dit, moi je considère que je suis un trader modéré, j'ai mes 10 000 euros pour trader, ça je préférerais que ça gagne, mais si je les perds, c'est pas grave, je suis tranquille dans ma tête. Tout à fait. Et je me dis, je vais faire une prise de risque jusqu'au double du drawdown que j'ai constaté, voilà, c'est-à-dire 24%. 24%, je tolère 24% de drawdown sur mes 10 000 euros. Voilà. Donc, et donc, on s'autorise encore 6 à 8-9% de plus. On peut arrondir à 30%, disons, quand on est modéré. Et qu'on se dit, voilà, si j'ai vraiment pas beaucoup de chance, ça peut descendre plus que ce que j'ai vu par le passé, parce que les années ne sont pas des copier-coller. C'est ça. Mais faut lui laisser un petit peu de latitude pour s'adapter si on a confiance dans le système qu'on trade et qu'on a pu constater que c'était suffisamment solide. Oui, et il faut aussi laisser de la marge pour les éventuelles erreurs humaines qu'on peut faire aussi sur un système de trading qu'on trade manuellement. Parce que sur le papier, tout peut être parfait, mais s'il y a eu un jour où vous n'avez pas respecté votre psychologie et que vous avez tradé en étant fatigué et que vous avez fait une erreur, le drawdown est à prendre en compte. Seulement le drawdown réel de la stratégie, c'est ça qui doit être pris en compte. Oui, il faut être assez honnête pour se rendre compte que c'est de notre faute et pas de la faute du système. C'est ça. Parce qu'on ne va pas remettre en cause un système qui fonctionne si on l'a mal exécuté. Ah bah non, c'est pour ça qu'il faut se laisser une certaine latitude, comme tu dis, si on sait que le drawdown maximum c'était 12%, on le double pour avoir une vision très pessimiste volontairement et se faire de la marge, et on ajoute une autre marge supplémentaire de 5 à 10%. Donc on n'est pas loin des 30-35%. D'accord, donc ça c'est le maximum qu'on accepte de perdre avant de tout couper en quelque sorte. On ne perd pas ces 10 000 euros, même si on n'a pas eu de pot et qu'on commence à perdre 3 500 euros, on serre les vannes et on fait un bilan. Voilà, c'est ça, on se remet en question, on repasse en revue tous les trades et tout le système, et surtout l'application du système. Parce qu'on peut très bien avoir fait des erreurs et il faut tout analyser quand c'est comme ça. Et de toute façon, donc, les 10 000 euros, on s'en sert pour avoir les marges et permettre d'avoir les positions, les tailles de position. J'allais poser la question en fait. D'accord. C'est du coup, si on accepte de perdre seulement que 3 500 euros, pourquoi pas trader avec 3 500 euros? Parce que là, ça voudrait dire qu'on utilise 100% du capital et on n'a pas du tout les mêmes types de marges. Parce que n'oublie pas, on ne pourrait pas appliquer le système de la même façon avec si peu. Ben oui, on ne va pas rentrer là sur l'effet de levier et comment on s'en sert, mais il vaut mieux éviter d'utiliser 100% du levier qu'on peut avoir avec les brokers. C'est un peu comme s'ils te prêtaient de l'argent, en fait, c'est ça l'effet de levier. Donc il vaut mieux avoir de la marge, trader en étant tranquille, donc trader en plus petite taille de position que ce qu'on peut faire, et donc avoir cette vision exactement comme si vous étiez dans une banque. Si vous êtes trader, disons trader vedette dans une banque d'investissement et que vous êtes dans la partie spéculation, parce qu'évidemment tous les traders ne font pas que de la spéculation, ils font aussi des trades de conversion de monnaie pour leurs clients. Une société A qui va acheter de la livre sterling et la convertir en yens japonais, bah ça c'est des traders qui le font, ils le font pour un client. Oui, ça c'est des trades commerciaux, ce qu'on appelle les trades commerciaux. Donc si vous êtes trader vedette et que vous avez 250 millions de dollars en gestion, bah, pensez bien que votre manager ne va pas vous autoriser à perdre les 250 millions de dollars en question. Vous avez ça comme masse monétaire, comme pouvoir d'achat et de vente, mais vous allez devoir gérer un type de gestion de risque draconienne pour perdre le moins d'argent possible pour votre banque. Oui, c'est des petits pourcentages qui sont... Oui. Donc c'est exactement comme ça qu'il faut faire également. Quelqu'un qui se dit, moi j'accepte, j'ai 6 000 euros d'économiser pour trader, mais je ne veux pas perdre plus que 2 000, on est sur les 30% qu'on s'autorise. Et si on les perd, effectivement, c'est qu'il y a un problème. Soit on a mal exécuté, il faut continuer de s'entraîner, soit c'est le système qui ne marchait pas et qu'on l'avait mal testé par le passé ou qui s'est passé... Ça peut être ça également, oui. C'est pour ça qu'il faut être bien sûr de chaque étape. Et c'est pour ça que la gestion de risque est capitale, parce que c'est ça qui va faire que vous gagnez de l'argent ou que vous en perdez. Donc ça, c'est le risque maximum qu'on s'autorise. Oui. Est-ce qu'il y a un rapport par rapport aux bénéfices possibles de certains types de trades? Est-ce qu'on peut, dans certains cas, s'autoriser à prendre plus de risques parce qu'il y a une plus grosse carotte au bout? Ou est-ce qu'il y a quelque chose qui peut influencer ce type de profil Parce que là, on était sur le trader modéré, on va dire, qui se... je vois ce que tu veux dire. En fait, on va déterminer notre profil, donc en fonction de si on est agressif ou pas, par rapport au drawdown maximum qu'on connaît et par rapport à combien on va pouvoir prendre de trades perdants d'affilée. Si on s'autorise un drawdown doublé de 24 ou 30% et qu'on décide de risquer 2% de notre capital par trade, ça veut dire qu'au bout de 10 trades perdants d'affilée, on va avoir perdu 20%. Donc on sera déjà proche du taux du drawdown maximum qu'on s'est autorisé. Donc c'est comme ça qu'on va découper chacun de nos trades pour toujours prendre en compte le type de série perdant
ou le type de drawdown, pas forcément consécutif, mais dans lequel on est. Parce qu'il peut y avoir des périodes d'affaissement du système liées aux probabilités, parce qu'évidemment, c'est jamais 100%. Même si vous avez un système qui va gagner, je sais pas moi, 75-80% du temps, bien entendu, il va y avoir de perte. Il va y avoir des fois où on peut aller jusqu'à 5, 6, 7 trades perdants d'affilée. Donc si tu trades avec 10% de risque, et que tu as 6 trades perdants d'affilée, tu as perdu 60% de ton capital. Oui, c'est mathématique. Donc ça, c'est beaucoup trop. Donc en fait, on a ce gâteau qu'on s'autorise à perdre, et ensuite on coupe des tranches de ce gâteau pour en miser, en quelque sorte, c'est sur chacun des trades, et le but étant de pouvoir faire le plus de trades possible pour lisser cette courbe de probabilité qui va équilibrer en fait les résultats. Ce qu'il faut, c'est avoir le plus de cartouches possible pour passer le plus de fois possible les éventuelles tempêtes incontrôlables qui sont présentes dans les marchés financiers. C'est exactement faire l'inverse de celui qui arriverait et qui dit j'ai un capital de 10 000 all-in sur un seul trade. Oui, voilà. Donc ça, c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. Ah bah oui, c'est soit on a raison, soit on a tort. Et si on a tort, on perd 100% du capital. Mais là, on est à 100% dans le gambling. Dans le pari, c'est pile ou face. C'est du casino. D'accord, donc pour pallier justement cet effet casino, cet effet j'ai la baraka cette semaine, j'espère que ça va payer. Ouais. Donc nous, on se met du côté le plus mathématique et le plus scientifique possible, en ayant un système qui a fait ses preuves sur les années précédentes, en connaissant notre drawdown principal, moyen, maximum, et en le doublant pour lui laisser de la latitude, et ensuite en découpant le capital qu'on alloue, la partie du capital qu'on alloue à la perte, pour avoir le plus possible d'opportunités de faire des trades qui vont lisser cette courbe de perte et donc repartir du côté positif. Voilà, de l'espérance mathématique positive, on se laisse le plus de probabilités d'atteindre et d'aller dans ce sens-là. Quand on y pense, c'est hyper logique en fait. C'est du sens commun, de la répartition, des statistiques. Évidemment, il faut un système qui, théoriquement, est positif, on lui laisse l'opportunité. Voilà, parce que si c'est du 50-50, il n'y a pas moyen de l'équilibrer. Au final, ça sera toujours... Sur le long terme, oui, tu seras break-even, ce qu'on appelle. Donc il faut forcément avoir un edge, il faut forcément avoir un avantage par rapport au pur hasard, sinon la gestion elle-même du risque, elle ne sert à rien en soi. C'est ça, si, ça peut quand même permettre, même avec un système perdant, de minimiser énormément les pertes. C'est-à-dire qu'un bon trader, par rapport à un trader qui fait n'importe quoi. C'est-à-dire un bon trader qui utiliserait un système perdant et qui fait une gestion du risque draconien contre un mauvais trader qui utilise lui un système gagnant et qui fait n'importe quoi en gestion de risque, il y en a un qui va durer beaucoup plus longtemps que l'autre. Parce que l'autre, s'il a de la chance, il va peut-être gagner tout de suite, mais s'il suffit qu'il commence à avoir quelques pertes et quelques trucs, et son compte va être cramé. Oui, parce que ça amplifie en fait les erreurs aussi. Et oui, ça fait un effet de levier terrible. Et pas l'effet de levier qu'on a avec les brokers, mais ça fait un effet de levier dans la gestion émotionnelle et la gestion de chaque trade par rapport aux tailles de position, etc. Parce que imagine que tu commences à trader 10, 15, 20% par trade et que tu as juste 3 trades perdants d'affilée. Psychologiquement, c'est compliqué. C'était ma dernière question, justement. C'est cette influence de la perte, ou de série de pertes qu'on n'avait pas vues, par exemple, dans les backtests et qu'on découvre au fur et à mesure d'une utilisation réelle. Est-ce que ça influence, et la réponse est forcément oui, la psychologie et l'état émotionnel du trader? Et comment est-ce qu'on se prémunit d'une prise de risque exagérée pour tenter de se refaire, comme on le voit par exemple dans les traders, dans les joueurs compulsifs qui pourraient devenir des traders compulsifs? Oui, ça c'est un grave problème. C'est pour ça qu'il faut, là on repasse dans la catégorie psychologie, on est obligé de forger sa psychologie face au trading, et donc le seul moyen de le faire, c'est de passer par les étapes dont on a déjà parlé, c'est-à-dire vous avez vos données que vous avez construites et validées. Ensuite, vous avez les trades en temps réel, mais sur compte de démonstration que vous avez. Confiance en soi et confiance dans le système. Oui, et sur toute la méthodologie, comment vous faites, comment vous placez votre stop, comment vous vous arrêtez quand il y a des trades perdants. Il faut être à l'aise à ce moment-là, parce que c'est pas en live que tu cherches tes options. C'est pas quand on se noie qu'on apprend à nager. Exactement. Et là, ensuite, une fois que vous êtes parfaitement à l'aise, que vous savez que vous êtes capable d'atteindre un objectif financier, peu importe le pourcentage que vous vous fixez, évidemment pas 1 ou 2%, le but c'est pas de gagner un livret A juste et puis de se dire c'est bon, je sais trader. Fixez-vous un objectif de profit en pourcentage sur compte démo
suffisamment significatif pour vous-même, et ensuite vous passez en compte réel. Et quand vous avez débuté le compte réel, vous tradez en toute petite quantité, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'on a passé le compte démo que là ça y est, on va investir les 30 ou 40% de notre capital, comme je disais tout à l'heure, en réel. Non, on passe d'abord plusieurs mois à trader en toute petite quantité d'argent réel pour reprendre confiance dans le processus et de savoir qu'on est véritablement dans le marché. Et seulement quand on voit que nos statistiques correspondent à nos trades et que nos trades correspondent à nos statistiques passées et sur compte démo, et là on augmente petit à petit les tailles de position jusqu'à atteindre la vitesse de croisière qui est celle dont on a parlé, c'est-à-dire soit les 1 ou 2% de risque par trade qui correspondent à la tranche de gâteau, aux tranches différentes de gâteau que tu expliquais tout à l'heure. Du drawdown qu'on s'autorise, etc. Par rapport au drawdown maximum. Ça revient un petit peu à, comme quand on apprend à faire du vélo, à d'abord en faire là où c'est pas trop dangereux. Et puis éventuellement avoir des roulettes pour s'aider à démarrer. Ça permet aussi de se faire de l'expérience parce que ça permettra, en prenant des trades avec un risque encore plus bas au début de quand on commence à trader en réel, c'est ça, de trader avec des demi-pourcents, voire des dixièmes de pourcent de son capital, pour qu'on puisse effectivement se rendre compte de l'impact psychologique que peut avoir une série de trades perdantes alors qu'on la voulait pas, et s'endurcir un petit peu et se dire bon bah ça, quand on tradera avec un peu plus et qu'on arrive avec ce type de situation, on se dira ok mais ça c'est pas grave, je l'ai déjà vu à l'entraînement, je l'ai déjà vu en fictif, je l'ai déjà vu en argent où c'était pas très cher mais c'était du réel, donc on reste avec la tête froide, on a sa checklist avec le système et on le suit en se disant on fait comme on a vu à l'entraînement, comme on a vu quand on s'est entraîné. Parce que il y a deux catégories de personnes en fait. Soit tu es dans la catégorie des gens à qui on dit il faut faire comme ça, tu respectes le truc et tu le fais, et cette personne-là, quasiment tout de suite, va être capable de le faire. Et ensuite, il y a la deuxième catégorie de personnes où la même personne remplie de bonne volonté va te dire « Ok, je vais suivre le truc ». Et dès que ça va être où c'est de l'argent réel, va commencer à baliser et à faire n'importe quoi. Parce que si tu lui fais commencer comme ça tout de suite en argent réel, sa psychologie et son aversion au risque va la détruire. Oui, bah ça c'est le réflexe du combat ou de la fuite. Il y a des gens qui vont soit essayer de se battre en s'adaptant, soit il y en a qui vont carrément laisser tomber. Alors que la bonne réaction, c'est de rester froid par rapport aux événements et d'appliquer méthodiquement ce qu'on a vu dans les entraînements et dans le fictif. Et tu es bien obligé de le faire comme ça. Si tu n'as pas le truc inné, tu es bien obligé de te forger toi-même et donc de t'entraîner jusqu'à ce que ça ne te fasse plus rien du tout. Et que vous soyez totalement à l'aise dans le processus et dans le fait de comprendre que de toute façon, ce que vous avez investi, c'est pas quelque chose dont vous avez besoin pour vivre. Donc, dans votre tête, c'est du play money, en fait. Même s'il faut bien sûr toujours avoir cette sensation on fait quelque chose de sérieux. Il faut le faire extrêmement sérieusement, mais avec de l'argent qu'on a oublié qu'on pouvait avoir, de façon à se dire, presque comme si vous tradiez de l'argent de quelqu'un d'autre, mais par contre, vous le faites du mieux possible. Voilà. Ça évite d'avoir les émotions qui vous aveuglent et de rater des choses alors que c'était pas prévu de les exécuter de cette façon-là. Oui. Et le mieux pour ça, avant de conclure, le mieux pour ça, c'est quand vous débutez, utiliser votre propre argent parce que ça vous enlève un stress supplémentaire. Ah oui, c'est vrai, parce que quand on a la responsabilité de trader l'argent de quelqu'un... ça rajoute forcément quelque chose de psychologique dont vous n'avez absolument pas besoin en tant que débutant ou même en tant que trader qui fait ça depuis 1 ou 2 ans. Si vous avez l'occasion de le faire, c'est bien. Si vous avez de la famille qui croit en vous, etc., et que vous voulez aider en faisant grossir des comptes, c'est très bien, mais soyez certains ou certaines d'abord de maîtriser tout le processus. Et moi, je vous recommande quand même plusieurs années avec votre propre argent avant de se dire qu'on peut faire grossir le compte de quelqu'un. Il ne faut pas brûler les étapes, il faut voir chaque chose en son temps. Et c'est d'abord, donc on va le résumer une dernière fois, du backtest pour bien maîtriser et savoir les connaître sur le bout des doigts les statistiques, savoir à quoi s'attendre quand vous allez trader en réel. Du trade fictif pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années s'il le faut. Si vous ne le faites pas à temps complet, il faut être habitué jusqu'à ce que ce soit une seconde nature. Ensuite, on commence en réel, mais c'est pas du « allez, je me lance », c'est du « on va passer à l'étape suivante » et avec une prise de risque modérée, avec un budget que vous très basse même, prise de risque très basse. Qui vous peut vous permettre de perdre sans problème, puisque vous payez pour apprendre, donc vous payez pour vous endurcir et pour avoir vu toutes les situations possibles pour vous habituer à réagir aux situations que vous ne connaissiez pas avec l'entraînement en fictif. C'est ça. Donc vous payez le moins possible, mais de l'argent réel, de façon à ce que vous sachiez quelles sont les sensations qui arrivent dans votre tête
quand vous êtes en train de faire ces actions-là et pour voir de quelle façon ça vous dévie un petit peu de ce que vous aviez prévu de faire ou pas. Si vous avez réussi à garder votre ligne directrice et que vous arrivez à checker votre checklist et à rester dans ce que vous avez prévu, c'est très bien. Mais il ne faut pas brûler les étapes, il ne faut pas vous dire « Allez, c'est bon, j'ai réussi une semaine, maintenant je me lance à fond et je prends 3% par trade. » Et ça serait vraiment trop rapide. Donc, il faut ne pas hésiter à étaler sur le temps. De toute façon, vous avez tout votre temps pour apprendre, maîtriser. Et puis ensuite, les bénéfices, ils seront là pour rattraper le temps que vous avez investi dedans. Oui, dites-vous toujours que de toute façon, les marchés seront toujours là. Et il ne faut jamais se précipiter. Voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile dans la gestion de la prise de risque et comment Greg conseille justement de s'organiser pour que le risque soit le plus minime possible. Oui. Je vous invite à vous inscrire et à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. On en sort une tous les mardis sur des sujets connexes au trading, à l'investissement, à la liberté financière et on vous donnera plein de conseils qui peuvent vous être utiles comme celle d'aujourd'hui. Voilà, du coup, on se dit à très bientôt et n'hésitez pas à nous poser vos questions. Ça, on se fera un plaisir d'y répondre. À bientôt, à mardi. Au revoir.